Bien, bonjour à tous. Je voudrais bien entendu, car c'est vraiment très très important, faire l'éloge de cette manifestation, de l'organisation de cette journée. Bien sûr en remerciant Michel Goutal, Claude Gargy et vous tous, ainsi que l'école d'architecture Paris-Belleville, parce que vous avez là une occasion extraordinaire que nous, on n'a pas eue. Je pense que ça a été un petit peu dit tout à l'heure. Nous n'avons pas eu, nous qui avons dans les 50 ans et quelques, cette opportunité de pouvoir travailler sur un matériau aussi noble que ça, d'avoir des cours, d'avoir des présentations dédiées à cette pierre qui, bien sûr, est en train de redevenir un petit peu à la mode à cause d'un certain nombre de facteurs qu'on a déjà vus, bien sûr, sur le côté écologique et la rapidité de construction, etc., qu'on va pouvoir développer tout à l'heure. Alors, l'objectif de cette journée, c'est bien entendu de transmettre, de communiquer et de montrer que l'on peut construire en pierre massive. Mais construire en pierre de taille massive, vous avez vu que on va d'épaisseur de murs qui peuvent atteindre 80, 1 mètre, avec bien sûr ce qui nous a été présenté aujourd'hui, mais en site urbain, on n'est pas dans ce type d'épaisseur. Pourquoi ? Parce que nous avons des terrains qui sont très restreints et nous travaillons pour souvent des promoteurs, et là c'est le cas, c'est des promoteurs privés, où chaque centimètre carré compte. Et bâtir en pierre massive, ça veut dire bâtir pour nous en pierre de taille de 24 cm d'épaisseur. Et c'est ce que nous allons vous montrer et voir comment cette pierre va pouvoir être utilisée. Alors, avant tout, la pierre, on l'a dit tout à l'heure, c'est la carrière. On vous l'a dit, répété, à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur un projet en pierre de taille massive, il faut absolument aller dans la carrière qui sera la plus prédisposée à fournir la pierre. Pourquoi ? Déjà parce que vous allez comprendre ce que c'est l'aspect humain. Parce que la pierre, ça a été dit aussi, c'est le patrimoine, mais c'est une aventure humaine avant tout. Et ça veut dire qu'on va aller se rendre compte de la façon dont on extrait les pierres, et on va comprendre que ces jeunes hommes-là, ils ne voient jamais la lumière, pour certains, quand ils sont dans des carrières creusées comme ça dans la roche. Et ils font des cycles de travail, un peu comme les 3-8, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un en fond de taille à travailler. Et donc ça met une certaine intensité, et ils travaillent donc dans la nuit avec des projecteurs, et ils sortent les blocs capables de la croûte terrestre. Donc voilà, je ne sais pas si ces petits films vont fonctionner. Voilà ce qu'ils entendent toute la journée. Ça, c'est la réalité d'un travail aux entrailles de la Terre. Voilà. Et tout ça pour pouvoir nous sortir ces blocs, ces magnifiques blocs capables, et qui vont, que l'on va travailler. Mais nous, les architectes, on fait juste simplement partie d'un réseau de personnes qui vont être habilitées à s'approcher de cette pierre, à de la transformer, à la comprendre, à la mettre dans le bon sens déjà, parce qu'une pierre, ça a un sens. Et
lui aussi lui donner un sens, un autre sens du terme bien sûr, c'est-à-dire on va en faire une enveloppe, comme ça a été dit, on va la faire en sorte que ça attrape la lumière, on va faire en sorte qu'elle se comporte bien vis-à-vis de la gravité et qu'elle va bien aussi se comporter vis-à-vis de l'eau. Voilà, tout ça pour servir l'homme. Et donc je vais vous présenter 2 projets qui d'apparence sont peut-être un petit peu différents, mais qui quelque part où se rejoignent la même démarche. D'où est-ce que ceci vient par rapport à mon histoire personnelle, à l'histoire de l'agence? Eh bien, ça vient du fait que nous avons été, pendant un moment, c'est-à-dire 3-4 ans, architectes de la résidence, c'est-à-dire architecte, on va dire, de copropriété, on peut appeler ça comme ça, ou architecte conseil, pour la résidence Le Point du Jour de Fernand Pouillon, 1250 lots pour la partie sud uniquement. Et forcément, nous sommes plongés avec précision dans l'œuvre de Fernand Pouillon, qui est un petit peu notre maître à tous. Cela aussi a été dit aujourd'hui. Et si jamais vous avez envie et vous intéressez à la pierre massive, il faut absolument que vous lisiez ces 2 ouvrages, bien sûr, Mémoire d'un architecte et Les pierres sauvages. Pierre Sauvage, qu'il a écrit en prison, après avoir fait cette opération là-haut. Ça devrait vous donner des idées. Il faut que vous connaissiez cette histoire, mais je ne vais pas vous la raconter ici. Et Mémoire d'un architecte. Alors, dans Mémoire d'un architecte, alors qu'on était, en même temps qu'on était architecte donc, de cette résidence, j'habitais là. Je vais vous montrer où j'habitais. Voilà. J'habitais ici là. L'agence était là. Et on avait à gérer, un petit peu comme des architectes des bâtiments de France, la sauvegarde de cet édifice, parce que bon, je suis architecte des PSG, mais je suis aussi architecte du patrimoine, donc diplômé de l'école de Chaillot, et c'est qui nous donne une certaine, on va dire, humilité et approche par rapport au bâti et au patrimoine existant, ancien, qu'il soit du XXe siècle ou bien sûr plus ancien, médiéval, Renaissance ou autre. Et donc ce Fernand Pouillon, dans Mémoire d'un architecte, moi ce qui m'avait complètement fasciné dans la lecture de ce livre, c'est qu'il nous raconte, en 2 mots, je résume, quand il a fait cette résidence ainsi que toutes les autres, savoir Meudon, etc., Montrouge, qui au niveau de l'appel d'offres, c'est-à-dire, enfin pas vraiment de l'appel d'offres, mais des coûts prévisionnels et des coûts effectifs de construction, il était systématiquement 20 à 30% moins cher que tout ce qui se faisait à l'époque en même temps, pour en même temps faire des constructions de grande qualité. Et si vous lisez ce livre, vous allez comprendre comment il a fait. Et c'est l'objectif qu'on s'était donné, c'était de prendre cet ouvrage un petit peu comme une Bible, un mode d'emploi, et en fait, quand on le lit bien et quand on le lit entre les lignes, on s'aperçoit qu'il nous donne toutes les clés pour pouvoir arriver à cela. Alors, Fernand Pouillon, il faut savoir que c'était une personnalité très complexe et en même temps, donc, c'est un grand classique. C'est-à-dire que même cette opération-là, on l'a prouvé, on l'a analysée maintes fois. Elle est complètement inspirée par les proportions classiques, par les proportions de la rue parisienne haussmannienne, et les proportions, la façade, la façon dont la lumière est attrapée par le modelé de la façade. Enfin, tout ça, on respire du classicisme dans lequel baignait Fernand Pouillon. Et Fernand Pouillon, il faut savoir une chose, c'est qu'il avait demandé à ses étudiants à Aix-en-Provence de faire un relevé de tous les hôtels et de particuliers d'Aix-en-Provence en pierre de taille massive. Et c'était un grand amoureux du classicisme français. Et c'est une des choses qu'on va vous présenter ici et dont on va vous montrer un petit peu peut-être la Renaissance, je ne sais pas, les prémices peut-être de quelque chose.
Alors, vous voyez Fernand Pouillon, il est entouré des grands traités d'architecture qui, pour les architectes qui ont été aux Beaux-Arts jusqu'à 1968 environ, et un petit peu plus après, il y en a quelques-uns ici qui me regardent, constituaient la base de l'enseignement de l'architecture. Ensuite, tout ceci, ça a progressivement ou bien très violemment disparu des écoles d'architecture, tant et si bien que même à l'école de Chaillot, aujourd'hui, il n'y a plus de cours d'architecture classique. Je ne parle pas de l'histoire d'architecture, mais de composition classique. Voilà le bâtiment de Rueil-Malmaison. Alors Rueil-Malmaison, c'est quoi? C'est une commande que nous avons eue pour un bâtiment mélangeant, c'est un marché privé, mélangeant des commerces, donc une très très grosse entité de commerce, il y a 10 000 mètres carrés en tout, un hôtel et une résidence étudiante. Alors, comment ça se passe, une commande comme ça par un promoteur privé? Donc on a été consulté par ce promoteur. Il nous a dit, écoutez, Richalet, je ne sais pas qui vous êtes, je m'en fous. Nous, on a un bâtiment qui doit être terminé en 18 mois, qui doit faire environ 10 000 mètres carrés, et votre budget, c'est 1 500 € le mètre carré. Maintenant, vous vous débrouillez. Et en gros, j'avais un bout de programme qui était une feuille A4, et il fallait se débrouiller avec ça. Le site, c'est le site de la gare RER A, le pôle multimodal de Rueil-Malmaison. Donc c'est un terrain énorme qui devait mêler à la fois une gare de RER, une gare de bus, une gare de vélo, un parking de voitures énorme. Et puis, cet hôtel, résidence d'étudiants, et un gros commerce, à savoir un botanique qui, à l'époque, on ne savait pas encore vraiment ce que ça allait être. Et le contexte, c'était d'un côté de la voie ferrée du RER A, on avait Rueil 2000, donc des bâtiments, on va dire, en verre miroir, noir ou argenté, vous voyez ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, la vieille ville du Rueil-Malmaison, avec des petits pavillons, des maisons en pierre, un peu boisées, etc. Et nous, on était pile à l'interface entre les deux. Et donc, on a fait quelque chose qui essayait d'articuler un petit peu ces deux mondes qui s'ignoraient complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour le projet, on a eu une semaine pour faire l'esquisse, 1 mois pour faire le PC. Ça donne un petit peu l'idée de ce que ça peut être de travailler avec des promoteurs comme cela. Et donc voilà la planche qu'on a présentée. Donc il fallait présenter un projet au maire, surtout au maire de Rueil-Malmaison. Et on lui a montré qu'on allait faire un bâtiment qui, sans pour autant être, on va dire, complètement inspiré des bâtiments classiques très connus de Rueil-Malmaison, à savoir le château de la Malmaison et autres références, allait néanmoins s'en inspirer par la linéarité, par la façade en trois éléments, en relation avec le parc, une attique plutôt plus sombre. Voilà, donc oui, ça c'était les éléments qui ont pu, on va dire, inspirer un petit peu le projet. Voilà le timeline de la construction du projet, qui montre la rapidité. Donc ça, c'est sur 18 mois. Voilà. Alors, comment arriver à faire un bâtiment de cette importance et de cette complexité en 18 mois? Le promoteur m'avait simplement dit vous vous débrouillez, vous prenez l'entreprise que vous voulez. Vous voyez, c'est quand même assez libre, hein, mais je veux que ça dépasse pas 15 millions d'euros et que ça soit terminé en 18 mois. Le reste, je ne veux pas en entendre parler. D'ailleurs, il n'est pratiquement jamais venu sur le chantier. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
je me suis dit que si j'allais essayer d'être l'architecte qui sait tout faire et qui veut faire le chantier, le machin, etc., j'y arriverai pas avec plusieurs entreprises, ça allait être extrêmement complexe. Et donc, j'ai fait appel à Bouygues. Alors, quand on dit Bouygues ici, je sens que tout le monde se grince des dents. Mais, si vous voulez, l'idée, c'était de se dire que fort de l'étude du livre de Fernand Pouillon, moi, ce que j'en avais tiré, c'était un principe d'organisation du chantier et d'optimisation, de décomposition pour optimiser toutes les phases du chantier. Et ça, j'ai intégré la pierre de taille, qui était un peu quelque chose avec laquelle j'avais une relation, on va dire, amoureuse, mais je l'ai intégré non pas comme un matériau unique qui allait composer ce projet, mais que j'allais l'intégrer au même titre que des poutres en béton armé préfabriquées, des voiles en béton armé préfabriquées, des fenêtres préfabriquées, et que pour que tout l'ensemble, dans sa composition, nous fabrique un bâtiment qui a été entièrement pensé à l'avance, en optimisant chacune de ses parties. Donc ça, c'est la leçon de Fernand Pouillon, mais pas uniquement appliquée à la pierre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'idée étant de tout optimiser. Alors, on a commencé à travailler avec Bouygues là-dessus, qui était très très inquiet à l'idée d'utiliser la pierre de taille massive, donc dans un bâtiment comme ça. Et les réticences qui ont été données tout à l'heure, on les avait eues aussi de la part de Bouygues. Et monsieur Laval, qui était alors directeur des carrières de Noyant, s'en souviendra. On a accueilli une délégation de tous les techniciens de Bouygues, le directeur opérationnel, la femme qui allait être la chef du chantier chez Bouygues. On les a amenés en carrière. On leur expliquait la mode de fabrication. Donc, il ne s'agit pas que l'architecte seul aille en carrière. Il faut aussi que le constructeur vienne. Il faut aussi que le maître d'ouvrage, si possible, vienne. Bon, en l'occurrence, le maître d'ouvrage n'est pas venu, mais l'important, c'était qu'on puisse faire cette journée entière aux carrières et qu'on puisse commencer à travailler en optimisation. Et qu'est-ce que faisait Fernand Pouillon ? Il avait, on va dire, un système de travail qui était le bureau des méthodes. Alors le bureau des méthodes, c'était quoi ? Il prenait les ACCM, c'est-à-dire toutes les entreprises qu'il avait, dont il s'était entouré, aussi bien au niveau de la pierre que du béton, que de l'acier, que du bois, que du verre, etc. Et il les réunissait autour d'une table. Et tant qu'on n'avait pas optimisé chacun des lots, on ne passait pas à la phase suivante. Et on a travaillé exactement en copiant, en se mettant complètement dans la lignée du travail de Fernand Pouillon, en essayant de tout optimiser. On a tellement tout optimisé qu'on a mis en place un système qui est celui-ci, et c'est-à-dire que ce qui les inquiétait, c'était comment faire rentrer la pierre dans le cycle du béton. Donc, ce que vous voyez là, c'est vous avez donc la pierre massive, vous avez les murs qui sont préfabriqués, ces pré-murs, vous avez des prédales, etc. Et le tout est assemblé comme un Lego, quoi. Donc, si je passe en accéléré, vous voyez, on voit comment on optimise absolument chacune des phases de la construction. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a en fait une seule grue. Donc la grue, c'est aussi bien la grue qui va porter les pierres, mais c'est aussi la même grue qui va porter les prémurs, qui va porter les voiles, qui va porter les prédales, etc. Donc en haut de cette pierre, vous avez le dispositif de levage et vous avez la grue. Sauf que la grue, elle ne peut pas être partout en même temps.
Donc cela nécessite nécessairement, quand on est dans des délais serrés, parce que le temps, bien évidemment, c'est l'argent, de tout prévoir et de tout optimiser. C'est-à-dire que c'est la totalité du chantier qui est devenu le cadre d'une optimisation telle que quand on a présenté le mémoire de Bouygues au client, il me dit « Bon alors, vous y êtes arrivé à mes 1500 € le mètre carré, c'est-à-dire 15 millions d'euros, vous y êtes arrivé ?» Et je lui dis « Ben non, je suis désolé. » Ah, allez, voilà, avec votre pierre massive là, hein, je savais que vous n'y arriverez pas. Bon alors on fait comment maintenant ? Ben, on est à 1300 €. C'est-à-dire que la méthode de Pouillon, elle avait, c'était encore illustré. C'est-à-dire qu'on était, en poussant le plus possible l'optimisation, et encore, je pense qu'on l'a pas poussé assez loin. S'il fallait que je le refasse, j'ai trouvé encore d'autres pistes d'optimisation, mais ça, c'est la jeunesse, quoi. Donc, on essaye. Mais voilà un petit peu le cadre dans lequel on a travaillé là-dessus. Alors, cela a été dit aussi, on travaille sur le calepin. Alors, le calepin, c'est très, très, très important. C'est la notion d'optimiser la hauteur d'assise. Vous voyez, toutes ces hauteurs d'assises-là, elles sont plus ou moins pratiquement toutes les mêmes. C'est pas encore parfait, mais ça frôle la perfection. Pourquoi ? Parce qu'il est absolument impératif que le bloc capable, qui est scié, vous voyez, que le calepin soit fonction du diamètre de la scie. Alors je m'explique. Si vous avez, avec cette scie, vous avez la possibilité de couper un bloc qui ne peut pas faire plus que 70 cm. Donc s'il fait plus, il va falloir changer la lame de la scie ou passer à une autre scie qui est beaucoup plus chère. Rien que de changer la lame, ça vous fait perdre une journée. Et si vous faites un bloc qui est plus petit, vous allez avoir une chute, forcément. Donc ça, c'est typiquement le genre de discours que Pouillon décrit dans ses mémoires. Quand il a fallu qu'on mette de l'aluminium là-dedans, parce qu'il fallait quand même faire quelques fenêtres, on s'est renseigné et on a appliqué, là encore, la méthode Pouillon. L'aluminium, qui c'est qui le fait ? Il arrive comment ? En barre, ok. Il arrive où ? Au Portugal. Tout ça, ça arrive au Portugal. Et c'est transformé avec des filières, où ça ? Au Portugal. Donc vous avez des établissements qui ont des filières. Vous rentrez la barre d'aluminium, qui est un gros tube comme ça, dedans. Ça passe à travers une espèce de forme, un couteau, et ça ressort à l'autre bout. Vous avez des profils. Et c'est eux qui font les profils pour Choucault, qui font les profils pour toutes les marques. Tout ça, ça part du même endroit au Portugal. Après, vous avez la barre. La barre, elle fait une certaine longueur. Donc, quand vous allez dessiner vos fenêtres, eh ben, vous allez avoir, si vous ne vous débrouillez pas pour être en fonction, que votre fenêtre elle soit fonction de la barre, de la longueur de la barre, vous allez avoir des chutes, etc. etc. Donc, c'est le problème de la chute, l'architecture. La construction. Qu'est-ce que vous allez faire avec les chutes ? Donc tout ça, c'est un gros problème. Vous allez les refondre, etc. Mais vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du matériau. Donc quand on met trop de bois, quand on met trop de pierre, quand on met trop d'aluminium, tout ça, c'est pas optimisé. Pareil, la feuille de verre, elle a une certaine dimension. Une fois que vous l'avez découpée en certains trucs, après, qu'est-ce que vous allez faire avec les chutes ? Ben rien, vous allez les jeter. Voilà. Donc tout ça, ça va orienter votre dessin. Alors la pose, donc on a vu certains types de poses. Ici, le type de pose qu'on a employé donc à Rueil, c'est une pose, donc on met des cales, voilà, avec le levier, donc on remet l'aplomb. Et la pierre, on la prend avec une louve, hein, donc c'est des techniques qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, il y a toujours cette espèce d'effet magnifique qui nous raccorde aux origines, hein,
à Athènes, à la Grèce antique, à Rome, à l'Égypte surtout. Et on avance comme ça. Donc ensuite, on referme les joints. Alors, on referme les joints ici de chaque côté pour pas que le plâtre sorte. Et on coule, on prépare du plâtre et on le coule. Alors vous allez me dire, ah mais vous ne mettez pas de la chaux, etc., etc. Non, ben, manifestement non. La technique qu'eux emploient, c'est avec du plâtre. Ça ne pose aucun problème. Une fois que le plâtre a coulé, alors l'intérêt c'est que ça va extrêmement vite, c'est très très fluide, ça se met absolument partout. Alors que quand on fiche des murs en pierre, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut bien faire en sorte que le mortier aille partout, qu'il n'y ait pas de vide. Et l'intérêt du plâtre, c'est qu'il va partout. Ensuite, on enlève le plâtre, on réouvre et on refait des joints à la chaux et au sablon. Et ça se passe très bien. Donc là, il y a aussi une mode de pose à la pince. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc on a ici donc le commerce. Donc là, on a des nécessités d'avoir des énormes baies. Donc du coup, on a des linteaux en béton, mais c'est des linteaux en béton préfabriqués qu'on a traités comme des pierres. C'est-à-dire qu'ils sont préfabriqués en atelier. C'est du béton blanc avec des colorants, des pigments naturels qu'on amène, qu'on pose comme si c'était des pierres. Et vous avez donc l'hôtel, ça c'est l'hôtel, et ça c'est la résidence étudiante. Voilà. Et ça c'est le travail qui a été fait par les ateliers Lyon et l'ENAC, Étienne Lénac. Donc il fallait aussi faire une articulation entre notre travail et le sien, et tout ça s'est fait grâce à ces grandes terrasses qui sont les terrasses dont bénéficient les clients de l'hôtel, quoi. Voilà. Donc voilà ce bâtiment. Vous êtes passé déjà peut-être à côté si vous prenez le RER A et vous allez vers Saint-Germain. Là. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bâtiment classique ? Alors, c'est un bâtiment classique parce que, on vous l'a dit tout à l'heure, le classicisme, il y a plusieurs choses qui caractérisent le classicisme, hein, mais il y a le côté tripartite, en fait, soubassement, le corps du bâtiment et puis l'attique. Et puis, il y a un travail de modeler sur la façade et un travail sur les proportions. Donc, tout ce bâtiment, il a été travaillé avec les outils du classicisme, c'est-à-dire le nombre d'or, donc le souci des proportions, le double carré, etc., qui sont, on va dire, cachés un peu à l'intérieur de ce bâtiment. Voilà. Alors ça, ce sont des baies à alettes. Alors le terme exact, hein, vous voyez, que ici, donc dans le dictionnaire d'architecture que je vous invite tous à acheter, et qui est un must quand on fait Chaillot, hein, et que je vous invite aussi à faire après vos études d'architecture, ou peut-être un tout petit peu après, peut-être 5 ou 6 ans après, c'est l'allette. Alors l'allette, c'est quoi ? L'allette, c'est cette petite partie-là, vous voyez, ici, qui permet de resserrer la baie par rapport à un ordre qui, lui, est plus grand et qui correspond à un ordonnancement qui est en accord avec la monumentalité de la façade. Donc ici, on a l'ordre principal, et ici, on a l'allette, qui, en l'occurrence, là, est un petit peu décalée. Voilà. Donc vous voyez, voilà une baie à allette. Voilà. Donc c'est une interprétation, on va dire, actuelle d'une architecture classique. Donc voilà le résultat. Hein, par rapport à un calpinage, un véritable calpinage avec une plate-bande, donc une plate-bande appareillée dont on voit encore se dessiner un petit peu les joints. Et ici, il n'y a aucun béton. On est dans une plate-bande appareillée telle qui correspond aux lois d'appareillage des plates-bandes qu'apprécieront peut-être nos amis compagnons à l'étage. Et on aperçoit ici les poutres en béton armé blanc. Donc ces poutres en béton armé blanc, ça, sur 20 cm d'épaisseur en pierre, en calcaire, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça tiendrait pas. Donc c'est pour ça qu'on les a
qu'on a fait des poutres en béton. Alors évidemment, notre cher confrère Pérodin, qui est un grand puriste et qu'on apprécie énormément, ça va probablement lui faire sauter au plafond. Mais pour nous, on l'a pris à bras-le-corps comme une donnée du problème et on a, assumé la mixité constructive de ce bâtiment, un peu comme le faisait Pouillon, parce que Pouillon, ça ne l'empêchait pas de mélanger effectivement la somme des matériaux qui composent un bâtiment à partir du moment où tout est pensé d'une façon optimisée. Voilà. Alors, j'aimerais reprendre un petit peu la phrase de Kahn qui disait la brique a envie d'être un arc. Et en l'occurrence, pour moi, quant à cette expérience de travail avec la pierre massive, en dialogue avec cette pierre magnifique, dans ce dialogue, elle m'a dit, la pierre, elle m'a dit, j'ai envie d'être taillée. Voilà. Et simultanément, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une autre commande du même promoteur qui était de faire un bâtiment à cet endroit-là. Alors ça, c'est le centre-ville de Romainville, donc la colline qui est juste derrière. Vous avez la mairie, qui est un bâtiment en pierre de taille massive, donc fin 19e. Voilà. Vous avez une église classée de Brognard, et le site était ici. Ici, avant, il y avait aussi un château du XVIIe siècle. Donc, on était dans un contexte... Alors, pareillement, ici, on a un bâtiment qui donne un peu le gabarit qui était existant aussi, de même, avec une écriture classique, bandeau d'étage, etc., qui était sur le site. Et ici, il y avait un petit bâtiment de R+1 qui, évidemment, pas du tout rentable et pas disposé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'une certaine façon, on s'est réappris toute l'histoire du classicisme. Et on a commencé parce que tout avait été éradiqué. Il n'y a plus rien, en fait. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du classique, mais vous avez toute la théorie des ordres que connaissaient tous les architectes avant 68. Ça, il fallait se le réapprendre. Donc, de relire tous les traités possibles, inimaginables. Et donc, une quête dans des ventes aux enchères, chez les antiquaires, etc., des traités, et de stéréotomie, de composition des façades, des ordres, Vignol, bien sûr, Davillers, Palladio, Blondel, etc. Et ensuite, la construction. Donc, on voit qu'on est dans le même système constructif qu'à Rueil, avec des éléments porteurs en béton, et ensuite une façade. Bien sûr, l'importance du calepin, mais là apparaissent, bien sûr, on sent les proportions, on sent le nombre d'or, on sent tous ces éléments qu'on a pu y mettre en respectant les lois de composition classiques, et apparaissent, bien entendu, des éléments de modénature, qui sont les appuis de baie, qui évitent avec la goutte d'eau que les façades ne suintent, les corniches, pareillement, et la balustrade. Un ordonnancement extrêmement commun au XVIIIe siècle. Donc c'est un bâtiment de 1782, construit avec des méthodes actuelles. Donc, à nouveau, le mode de construction au plâtre. Ensuite, la grande préfabrication, toujours la méthode Pouillon. On préfabrique des éléments d'entablement. Donc là, en l'occurrence, un entablement. On fait de la découpe au fil et on prépare les éléments d'entablement conformes au calepin, y compris les frontons, les balustres. Après, il n'y a plus qu'à assembler, comme une Ferrari.
dans la bonne humeur, avec la sensation de fabriquer un morceau de patrimoine. Alors les balcons, il y a quand même un petit problème. Faire ça en pierre de taille, ça s'est avéré quand même très très compliqué. Et donc pareillement, fort des techniques qu'on avait utilisées à Rueil, balcon en béton blanc, teinté dans la masse, mais en incorporant les moulures nécessaires pour être en cohérence avec le reste du bâtiment. Alors ça, c'est la pose des consoles qui vont accueillir les balcons. Toujours pose à la louve. Vous voyez, on pénètre à l'intérieur. Et quand on écarte avec le propre poids, plus la pierre est lourde, plus elle est tenue. Parce que les petites griffes vont aller à part et d'autre. Donc on fabrique ces éléments de console, qui sont assez brutaux. On scie la façade. C'est très brutal. Hein. Et après, on l'enserre à l'intérieur. Voilà. Pareil pour ici, la balustrade. Donc, vous voyez la corniche ionique, l'entablement, la balustrade. Tout ça, c'est conforme aux principes et aux proportions classiques donc, qu'il faut se réapproprier et réapprendre. Voilà les fameuses consoles. Alors après, il y a un exercice absolument jouissif, c'est de venir sur le chantier avec ce qu'on a dessiné sur le papier et de dessiner ensuite sur la pierre elle-même, sur le bâtiment. Et ensuite, vous allez avoir nos amis les tailleurs de pierre à qui on redonne la parole, qu'on remet au cœur du chantier et qui sont ravis de le faire parce qu'ils ont appris à faire ça, mais personne ne leur donne l'occasion de le faire. Et qui vont refaire donc ces consoles doriques avec les gouttes, etc. Voilà. Mais tout ça, c'est des techniques qu'on utilise, nous, en tant qu'architectes du patrimoine, dans les restaurations ou restitutions de bâtiments anciens. Mais pourquoi pas, finalement, l'utiliser pour réparer la ville. Hein, aujourd'hui, c'est un des slogans qu'on entend partout, et dans l'amour du contexte. Voilà. Donc, quand on en est à faire l'entablement et la corniche, eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on lit chez Davillers ? On lit quoi ? Eh bien, on lit, de toutes les saillies qui décorent les bâtiments, les corniches sont, sans contredit, les plus utiles parce que non seulement elles conservent les parements des murs en les garantissant de la pluie, mais qu'elles les couronnent encore avec grâce. La proportion générale de la hauteur des saillies et des entablements dépend de l'exhaussement de l'édifice, la distance il doit être vue, de son caractère, s'il est simple ou riche, si c'est un bâtiment public ou si c'est la maison d'un particulier. Donc tout ceci se proportionne de façon très, on va dire, sensible. Et voilà sur la corniche ionique. Et ensuite, il ne suffit plus que sur place tailler les denticules. Là, il y en a 540 à la main. Voici la corniche, la construction de la corniche avec des platines en inox et la taille des denticules. Et voilà le résultat. Un bâtiment qui va avoir un modelé, qui va attraper la lumière, qui va savoir canaliser l'eau, montrer la gravité, protéger sa façade avec sa corniche. Ensuite, il y a le problème des garde-corps. Comment faire forger. Là, en l'occurrence, on a trouvé une solution que personne n'arrive à voir la différence. J'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas une découpe laser sur une tôle de 15 mm ? Ben voilà. Et voilà, à l'intérieur, on a même allé jusqu'à faire des volets bois intérieurs. Voilà le résultat. Tout ça, c'est en pierre de taille massive. Et voilà le bâtiment. Le but étant de croire qu'une fois qu'il aura pris un peu la pluie, qu'il aura pris un peu sa patine naturelle, qu'il finalement, il a toujours été là. Et pour finir, une dernière petite diapo. C'est
c'est mon arrière-grand-père qui finalement était tailleur, était carrier, que j'ai retrouvé sur une carte postale et qui vient nous saluer à travers le temps. Merci. Bravo et merci pour le timing. Déjà une question, Michel Goutal. Oui, alors une remarque. Donc le nouveau va être tondu parce qu'il a fait une console dorique avec une corniche ionique. Oui, mais effectivement, donc c'est peut-être des erreurs de jeunesse. Je crois qu'on est tous là pour apprendre progressivement. Mais comment dire je suis d'accord avec toi. Mais comment dire ce n'est que le début de toute une série de bâtiments classiques, parce que je dois avouer qu'on a pris un pied énorme à s'insérer en fait dans la lignée des architectes classiques et d'une certaine façon de disparaître. Parce que ce bâtiment-là, si vous voulez, j'ai des confrères qui sont passés devant ce bâtiment en chantier et qui sont venus me rendre visite chez moi, j'habite à la campagne, et qui m'ont dit « Ah, toi qui es architecte du patrimoine, etc., tu devrais aller à Romainville. Ils sont en train de faire un ravalement d'un bâtiment, là, en ce moment, devant la mairie. Tu vas adorer. C'est super bien fait. Il est vraiment très, très bien restauré, très bien réparé. » Je dis « Tu sais quoi, tu peux pas me faire plus plaisir que ça. » Oui, une question. Par rapport au délai, en 2014, quand vous avez construit Ruelle, est-ce que maintenant, avec l'utilisation du BIM, vous pourriez encore gagner du temps ? Oui, je sais pas. Moi, je sais pas si j'ai peut-être raté le passage au BIM. Ça y est, je suis vieux, je suis foutu, je suis terminé, moi. Donc, bientôt, j'ai hésité à venir avec la perruque et le pommeau. Je suis à la limite, à la limite de venir avec les chausses, le pommeau, la perruque. C'était une idée. Mais certainement, le BIM je pense qu'on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Pour vous donner une petite idée, on a été approché récemment, enfin au mois de mai, par les Chinois. Et les Chinois, les gens de Huawei, ouais, et très gentils, etc. Ils sont arrivés et ils avaient fait le tour de plusieurs ateliers d'architecture à Paris. Et ils ont dit « Ah voilà, bonjour ». Et puis ils avaient un portfolio comme ça avec le Trianon, le morceau de château de Versailles, quelques châteaux, Maison Laffitte, etc. Ils disent « Voilà, nous on cherche architectes français pour faire la belle grande architecture française. Magnifique, le classicisme français c'est magnifique et on adore, nous, chez nous, et on voudrait le classicisme, c'est vraiment très très beau ». Et ils sont allés frapper dans des agences d'architecture à Paris et ils leur ont ri au nez. Des Huawei, vous voyez un peu les gens, quoi. Et ils en ont fait 5 ou 6 et en désespoir, le désespoir total les a envahis. Ils disent mais... Et on a fini par rebondir par architecte. Je dis « Ah, mais toi qui fais du classisme, tu devrais les rencontrer. » Et maintenant, on travaille avec eux. Et en fait... qu'est-ce qui est marqué sur le château de Versailles ? À toutes les gloires de la France. Et pour les Chinois, pour le monde entier, la France, c'est l'architecture classique. Et l'architecture classique, c'est quelque chose de sublime. C'est véritablement la gloire de la France, une des gloires de la France. Voilà. Et ça ne vient pas de rien, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est les proportions, c'est le rapport à l'homme, c'est le rapport de l'analyse de la gravité, du traitement de l'eau, le jeu des volumes sous la lumière. Tout ça, c'est pas Le Corbusier qui l'a inventé. Le Corbusier, il n'a fait que il connaissait ses classiques. Mies van der Rohe, c'était un classique. Le Corbusier aussi. Toutes les proportions, tout ça, ça vient du classicisme. Or, tout ça, ça a été supprimé. Je ne sais pas pourquoi.
c'est parti comme ça, mai 68 probablement, etc. Ça a été éradiqué de l'enseignement des écoles d'architecture. Voilà, là, je ne parle pas de l'histoire, je parle de la composition classique. Voilà. Or, aujourd'hui, quand on a fait le bâtiment de Romainville et que le promoteur a mis en vente, dans la semaine, tous les appartements étaient vendus. Tous. Et moi, aujourd'hui, je vais sur le chantier, c'est la fin, là, on termine, on fait la réception, mais les gens, ils sont heureux. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas rendre les gens heureux? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas remailler la ville avec des éléments qui en font partie? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument venir apporter, on a parlé modernité tout à l'heure, des objets brutaux, etc. On voit bien que, vous voyez, Rueil, on l'a fait avec 1320 € le mètre carré. Romainville, on l'a fait à 1750 € le mètre carré. Bon, voilà, c'est accessible. Voilà. Une autre question, et puis ensuite une dernière devant. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais simplement apporter une information supplémentaire par rapport au scellement des pierres qui a été faite par l'entreprise qui a travaillé sur vos chantiers. Elle a été faite au plâtre, mais il est possible également d'utiliser la même technique en faisant un coulis de chaux. Oui, Voilà. oui, certainement. Bon, après, moi, je ne suis pas là pour imposer des choses aux gens. Vous voyez, il y a une conception de l'architecte qui fait que l'architecte, il est en haut de la pyramide, et puis c'est une espèce de, comment ça, un petit peu de chef, de seigneur, etc. Moi, je ne me perçois pas du tout comme ça. Moi, je perçois comme un des maillons de la chaîne de fabrication. Et on est tous ensemble, autour de la table, pour faire en sorte que ce bâtiment existe dans des délais donnés, avec un prix donné. Voilà. Donc, et si l'entreprise vient avec une solution, eh bien, je l'écoute. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend, dans la capacité de se mettre, de douter, de se mettre en péril aussi parfois. Et ça, c'est une forme de, comment dire, d'humilité qu'on apprend à l'école de Chaillot et qui tranche véritablement avec l'enseignement que j'ai pu avoir, moi, à mon époque. Alors peut-être que j'espère que ça a évolué, mais dans l'école d'architecture que j'avais fréquentée à l'époque. Une dernière question Oui. courte. Juste pour rappel, Mies van der Rohe, qui était un classique, c'était un tailleur de pierre. Très important. Mies van der Rohe était un tailleur de pierre. Oui, absolument. Voilà. Oui. La question porte par rapport à l'économie que vous avez pu obtenir pour le projet de Rueil, les 2 millions d'euros, presque, par rapport à ce qui était entendu dans le budget. Est-ce que vous estimez que c'était lié à l'optimisation? Est-ce que l'optimisation a été donnée par finalement la mixité des techniques qui a permis l'emboîtement des tâches? Et la deuxième question, qu'a-t-il fait le client avec ces 2 millions de plus? Ils sont allés dans sa poche. Hein. Alors d'ailleurs, entre-temps, il s'est construit enfin, il n'a pas construit, mais il a acheté un hôtel particulier énorme et il a installé son agence dedans. Non, mais écoutez, tant mieux. Il faut que les gens gagnent de l'argent. Il faut que tout le monde soit heureux. On n'est pas dans un... Je sais, s'il n'y a pas le méchant promoteur, le grand architecte. Non, tout ça, ça n'existe pas. On est tous ensemble. Et là, vous allez tous participer de ça. Et vous êtes la relève. Vous êtes la jeunesse. Nous, ça y est, on est déjà sur la pente de la fin. Moi, on m'a toujours dit, quand j'étais étudiant comme vous, le jour où vous allez commencer à perdre vos cheveux et avoir des cheveux blancs, c'est là où vous allez commencer à avoir des contrats. Et effectivement, je confirme, c'est tout à fait ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire pendant ce temps-là? Parce que ça va durer quand même 20 ans ou 25 ans. Eh ben, il faut continuer à apprendre, se remettre en question et avancer comme ça. Et ces économies, eh ben, tant mieux, c'est très bien. Et ça permet de rebondir et d'affiner nos techniques pour pouvoir aller plus loin et faire mieux encore la prochaine fois. L'optimisation, elle est capitale. C'est ça qui a fait économiser les 2 millions en question. Et pourtant, on était avec Bouygues, donc, qui n'est quand même pas réputé pour être ni un enfant de cœur, ni des gens qui ne sont pas chers. Vous voyez ? Mais si vous voulez, quand on met sur la table le temps qu'on va gagner, hein, par rapport à ce que coûte un emprunt, par rapport à ce que ça coûte à un promoteur de perdre 2 mois ou 3 mois avant sa livraison, je veux dire, il n'y a pas photo.
C'est extrêmement important de rentrer dans des cadres. Et ça, Pouillon, il avait quand même, il nous donne l'exemple. C'est vraiment le maître absolu. Et Pouillon, ça, il le sort pas de son chapeau. Il le sort des traités d'architecture que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on relit le Davillers, quand on relit le Blondel, quand on relit tous ces traités-là, que tous les architectes de France avaient dans la poche. Hein, c'est d'ailleurs des tout petits formats. Ce n'est pas des grands traités d'architecture, etc. Effectivement, vous avez tout ça, les Philibert Delorme avec des grandes planches, etc. Non, le Bullet, tout ça, c'est des petits ouvrages que vous pouvez mettre dans votre besace et qui étaient les livres qu'il y avait à l'agence et que trimballait son architecte. Vous avez tout est décrit. Le calpinage, la façon de bâtir, de tailler les bois, de calpiner, tout y est, voilà. Il suffit de le lire, il suffit de le transposer aujourd'hui avec les matériaux et les usages et les méthodes que l'on a aujourd'hui et le matériel qu'on a aujourd'hui, et ça donne ça, voilà. Et ça vous donne des clients, des habitants qui ont la possibilité de vivre dans un bâtiment du XVIIIe siècle, comme il y a partout, à Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, etc., en centre-ville, avec tous les avantages que vous pouvez avoir par rapport à ça. Et en même temps, vous avez un ascenseur, vous avez l'acoustique, vous avez la thermique, vous avez tout ça. Donc les gens ils sont ravis. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait faire en sorte que les gens ne soient pas heureux? Les gens, ils vous formulent quelque chose. Les maires, ils vous formulent quelque chose. Mais on se moque d'eux. On leur dit, du classique, du pastiche, etc. C'est ridicule. Mais vous verrez comme ils sont heureux, les gens. Et la ville est heureuse. Il ne s'agit pas de faire juste plaisir aux gens. On fait aussi plaisir à la ville. On ressouture la ville par des petites dents creuses comme ça. Et c'est un acte d'humilité. On est en retrait. Après, il n'y a pas d'architecte là-dedans. C'est pas moi l'architecte. Le classicisme, c'est une façon de sortir de la posture de l'architecte. Voilà. Merci beaucoup et bravo.